Et donc, j'ai toutes mes images qui sont disponibles dans l'écran d'accueil. Évidemment, je pourrais lancer l'analyse d'ici, mais l'intérêt, c'est d'aller voir comment on analyse. Donc, je vais aller dans le mode pas à pas. Et je vais d'abord vous décrire les tests et après, je vous décrirai l'analyse. Enfin, je vais d'abord vous décrire l'acquisition, pardon, et après, je vous décrirai l'analyse. Donc, d'abord, on fait 4 images. On parle pas tout de suite de ces images-là, c'est un pré-test. Je vous dirai après à quoi il sert. On fait 4 images dans lesquelles on a une fente d'irradiation d'1 mm qui va glisser de la gauche de l'écran vers la droite de l'écran à vitesse constante. Et c'est à bras statique. Donc les quatre images, c'est 4 angles de bras à 0, 90, 180 et 270 degrés. Le but de ce test, c'est de vérifier que la vitesse des lames est parfaitement contrôlée, même quand il y a un effet de la gravité. C'est-à-dire, c'est plus facile pour le multilame de descendre que de monter entre le 90 degrés et le 270. Donc, on va contrôler que malgré que ce soit plus facile ou plus difficile, le contrôleur du MSC contrôle parfaitement la vitesse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire dans les 4 images, on va faire des mesures de signal et on va comparer les signaux. Si le multilame va plus vite, le signal diminue. Si le multilame va moins vite, le signal augmente. Ça s'appelle le test de la fente glissante. Vous m'arrêtez si vous avez des questions. Ensuite, on va faire ce qui s'appelle le test des fentes piquettes. Donc, on a des sortes de piquets là qui sont créés avec toujours une fente d'1 mm qui va glisser de la gauche vers la droite de l'écran. Et ce glissement fait des arrêts. Et les arrêts, c'est les lignes noires. Et dans ces lignes, on va mesurer leur position et leur largeur. Donc la position, là on voit il y a 10 fentes d'irradiation. Donc on va mesurer la position des 10 fentes et la largeur des 10 fentes. Et ici, il y a 40 paires de lames qui sont testées. Vous pouvez en tester 60. Si vous avez un imageur plus grand, ici, donc 40 paires de lames testées. Donc finalement, dans chaque image, sont testés 800 paramètres. 10 fentes, largeur plus position, donc 2 fois, 10 fentes, 40 paires de lames, 2 fois, ça fait 800 paramètres. Donc ici, on va faire les 4 angles cardinaux. Donc d'abord un test à bras statique pour tester la précision du MSC quand le bras est statique et surtout le comparer avec le même résultat avec un bras tournant. Donc la dernière image de fente piquette, c'est la même chose, mais cette fois-ci, le bras fait une rotation complète. Au passage, est-ce que vous voyez bien que cette sorte de petite vague en bas, là, je vais mettre une ligne, on verra mieux. Est-ce que vous voyez qu'il y a une sorte de creusement, là, qu'on n'a pas sur l'image de gauche? Oui. Donc ici, on a à bras tournant, ici, on a à bras statique. D'après vous, c'est quoi ce creux? Le fait que on a l'impression que les fentes au centre remontent. Bah, c'est l'imageur, non? Le bouger de Oui, l'imageur. parfait. Donc il y a un problème avec l'imageur. Alors il y a deux phénomènes. Il y a l'imageur, son affaissement, quand vous tournez le bras, qui est un problème crucial. Mais l'influence de cet affaissement de l'imageur est plutôt transversale. Elle est plutôt de la droite vers la gauche de l'image. Vous êtes Ouais. d'accord? Oui. Ouais. Là, on est sur l'axe longitudinal. On a un mouvement sur l'axe longitudinal. Donc ça peut être dû à quoi? D'autres? Bah, c'est le ventré, quoi. Oui, parfait. C'est exactement ça. C'est le flex du gantry. C'est-à-dire, c'est le fait que quand la tête est à zéro, elle se rapproche de vous quand vous regardez l'INAC.
quand la tête est à 180, elle s'éloigne vers le fond de la salle. Et donc Ouais. ça, c'est bien un mouvement longitudinal. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est l'influence du flex. Vous ne voyez pas l'influence du flex du gantry. Vous ne voyez pas l'influence de l'affaissement de l'imageur parce que là, il est droite-gauche. C'est un peu plus difficile à voir. Il y a comme un flou dans l'image. Donc tous ces problèmes, il faut les gérer correctement parce que on va voir que l'intensité de ces mouvements parasites qui fait que la source ne se projette pas toujours au même endroit sur l'imageur quand le bras tourne. Ce problème, l'intensité de ces mouvements est 4 fois plus grand que la tolérance sur le test. Donc si on ne les gère pas, on va être obligé d'ouvrir les tolérances parce que finalement, dans l'image, on aura plus d'informations sur le flex du gantry et sur l'affaissement de l'imageur que sur le multilame. Et donc, c'est un problème qu'il est absolument nécessaire de prendre en compte dans le module MS-EDIN parce que les tolérances sur le test sont de 0,4 mm. Donc 0,4 mm, on a des mouvements là qui sont plutôt de l'ordre de 2 mm. Donc on voit très bien que l'incertitude sur la mesure, si on ne tient pas compte de ces mouvements parasites, est 5 fois plus fort que la tolérance sur le test. Donc il faut absolument en tenir compte. On parlera de ça. C'est le pré-test que je vous ai pas décrit pour l'instant. Cette image, c'est la même chose qu'avant, mais on a moins de fentes, 6 fentes. Et puis, volontairement, on voit sur cette paire de lames, la position a été décalée d'1 millimètre. Et sur cette paire de lames, la largeur a été augmentée d'1 millimètre. On voit bien qu'à l'œil nu, la largeur est pas vraiment doublée. Par contre, la position, effectivement, on voit bien qu'elle est bien shiftée d'1 millimètre. Donc là, ce qu'on va contrôler, c'est le même cas qu'avant, mais cette fois-ci avec une erreur volontaire créée sur 2 paires de lames. Enfin, les 2 derniers tests, ici on a une image dans laquelle on a demandé dans la prescription, dans chaque bande d'irradiation, d'avoir la même dose, mais chaque bande d'irradiation est obtenue avec une vitesse de bras qui est croissante. Donc cette vitesse de bras testée, mais on a demandé dans la prescription la même valeur de la dose. Donc pour avoir la même valeur de la dose avec un bras dont la vitesse augmente, le LINAC doit augmenter son débit dans la même proportion. Ça, c'est quelque chose d'assez constant en VMAT. Dans la prescription, il y a un asservissement entre la vitesse du bras et le débit. Même test, cette fois-ci avec le multilame, 4 vitesses de lame, bras tournant toujours, vitesse constante pour le bras, mais cette fois-ci 4 vitesses de lame, mais par contre on a demandé la même dose dans les 4 bandes. Donc là, on va tester l'asservissement de la vitesse de lame et du débit. C'est des tests importants parce que finalement, sur les TPS, dans les prescriptions, c'est comme ça que également est pris en compte la modulation de l'intensité. Donc asservissement de la vitesse de bras, asservissement de la vitesse de lame sur le débit. Vous voyez également qu'est produit parallèlement une image statique avec un faisceau exactement de la même dimension que toutes les bandes. Cette image, elle sert à prendre en compte le fait que quand on va mesurer le signal dans les bandes, c'est-à-dire que si on veut vérifier que l'asservissement est correct, on va simplement mesurer le signal dans les 7 bandes. Et si l'asservissement est correct, on aura le même signal. Mais comme on ne mesure pas au même endroit sur l'imageur, il faut tenir compte des variations de signal qui peuvent être dues à l'imageur. C'est pour ça qu'on produit la même image faisceau ouvert là, pour pouvoir mesurer la même chose sur l'imageur et pour pouvoir déduire de la mesure ce qui est dû à la réponse de l'imageur. Et on fait la même chose de l'autre côté pour tenir compte de la réponse de l'imageur. Enfin, un dernier test qui est le test du Snooker Q. Là, on est plutôt sur des tests mensuels
sur le Snooker Q, on est plutôt sur un test quotidien ou hebdomadaire. C'est un test rapide à faire sur lequel ici on voit que c'est notre OTP ISO que le client a utilisé. Donc notre OTP ISO, ce qui nous intéresse, c'est la bille en tungstène au milieu. Il a été volontairement décalé par rapport à l'isocentre de la machine de 10 cm en hauteur et de 5 cm en largeur table. Après, il y a une séquence qui est envoyée avec souvent le bras à la vitesse maximum, les lames à la vitesse maximum. Et donc, quand le bras et les lames sont synchrones, arrivent ensemble au même moment, vous avez la possibilité de voir la bille, qui n'est pas à l'isocentre, au milieu de la fente, au milieu des fentes qui sont créées. Et donc, le test va simplement pour nous consister à mesurer la position du centre de la bille par rapport au centre de la fente. Ici, le client a décidé, pendant son Snooker Q test, de tester 4 configurations différentes de vitesse de lame, de vitesse de bras, pour 4 configurations différentes. Donc, je crois qu'il y a entre cette image-là et cette image-là, ce qui a changé, c'est le sens de rotation du bras. Après, entre celle-là et celle-là, c'est la vitesse des lames. Voilà, donc ça, ce sont les tests et les images. Et bien entendu, il faut tenir compte de l'affaissement de l'imageur portal et du flex du gantry. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Et ça, on va le faire avec un pré-test qui est réalisé avec un objet test qui fonctionne avec le module qu'on appelle Abacus. Dans cet objet test, on a une croix qui est créée par ces 4 billes. On va trouver le centre de la croix dans toutes les images. Donc ça va nous permettre de mesurer le mouvement de l'imageur en tête-pied et en droite-gauche. Donc il reste encore un mouvement à prendre en compte qui est la variation de la distance sourcil-majeur en fonction de l'angle du bras. C'est pour ça que pour ce test, on prend une croix, parce qu'en mesurant la taille de la croix, on en déduit la distance sourcil-majeur. Donc là, je vais faire le pré-test, jeu mécanique de l'imageur et flexion du bras. Donc vous voyez qu'à chaque fois, on a trouvé les 4 petites billes, on a déterminé le centre et on a mesuré la taille de la croix. Ça va nous permettre d'obtenir 2 graphes. C'est surtout le dernier là qu'on voit à l'écran et le premier. Ici, c'est simplement les traces sur l'imageur. La courbe bleue, c'est le flex, c'est-à-dire c'est le mouvement de la source par rapport à l'imageur quand on tourne le bras. C'est tout à fait normal. Bras à 0, la source s'éloigne de vous. Bras à 180, non l'inverse. Bras à 180, la source s'éloigne de vous. Et bras à 0, la source se rapproche de vous. Ensuite, on a le mouvement transversal, donc droite-gauche dans les images. Donc c'est le mouvement de la croix en droite-gauche. Alors vous voyez, bon c'est un peu étrange, mais ça c'est un client qui a Isocal, donc Isocal fait des choses. Parce que normalement, quand on démarre à 180, il ne va rien se passer au début, puisqu'on a bloqué le jeu mécanique de l'imageur à 180, puis après c'est stable, et à 0 tout bascule, et après c'est stable. D'accord ? Mais là, il y a Isocal. Donc Isocal, vous l'avez sûrement, vous avez des trous BIM ? Non. D'accord. Bon, enfin ça c'est un client Clinac qui a Isocal. Vous avez Isocal avec vos Clinac, c'est une option. Hein. En trou BIM, c'est pas une option. Non, on n'a pas. Non. D'accord. Bon, alors du coup, j'en parle très rapidement si vous n'avez pas. Mais Isocal, c'est un système chez Variant qui permet de compenser le jeu mécanique de l'imageur et le flex du gantry. C'est-à-dire que mécaniquement,
l'imageur se remet toujours au bon endroit. Sauf que, comme c'est calculé pour des patients à 1,50 m, que là on utilise l'imageur à 1 mètre pour voir plus de lames, Isocal compense trop en fait. C'est-à-dire que il fait un mouvement de l'imageur mais qui est trop fort. Parce que finalement, comme on est à 1 mètre de la source, tous ces problèmes de flex, d'affaissement et de variation de la distance source-imageur est plus faible qu'à 1,50 m. Donc, je résume le graphe, là, c'est le mouvement en tête-pied, et en rouge, c'est le mouvement droite-gauche. Si on regarde l'amplitude, on voit que la courbe bleue a quand même une amplitude une amplitude de 1,75 mm, c'est-à-dire 4 fois plus grand que la tolérance sur le test. Et le mouvement transversal, le rouge, a une amplitude de 1 mm, c'est-à-dire presque 3 fois la tolérance sur le test. Donc il est absolument indispensable de prendre en compte ces mouvements quand on fait l'analyse. Dernier point, ça c'est la variation de la distance source-imageur. Alors toujours pareil, il y a un point bizarre, mais ça c'est certainement isocal, parce que d'habitude c'est une courbe en cloche. Alors ça, la distance source-imageur, c'est deux phénomènes. Le premier, c'est la tête, quand elle est à 180, elle a tendance, enfin, quand elle est à 0 ou à 180, par rapport à l'imageur. Donc le problème, c'est que l'imageur est plus léger que la tête. Donc tout ça, ça bouge. En plus, l'imageur a un jeu. Donc je peux pas dire que pour la variation de la distance source-imageur, ce soit le flex ou l'affaissement de l'imageur, c'est les deux. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est à 0 degré, donc la tête est en haut, l'imageur est en bas, la distance source-imageur est plus grande qu'à 180. D'accord? Et ça aussi, il faut en tenir compte. Donc il y a 3 mouvements à tenir compte et comment on va faire pour tenir compte de ces 3 mouvements? On va le voir tout de suite. Alors un autre truc qu'on a rajouté dans ce pré-test, c'est que, et c'est très utile, c'est que là vous voyez c'est un des bancs, de l'autre côté c'est un autre banc, donc on va en profiter pour faire un test d'affaissement. C'est-à-dire on va regarder comment les bancs de lame bougent en fonction de l'angle du bras. Et ça on va voir, j'ai pris ce client exprès, parce qu'on va voir pourquoi on a rajouté ce test. Donc là vous voyez que l'affaissement du collimateur multilame, c'est aussi un truc que vous faites déjà dans le module à bras statique, parce que là finalement on est à bras statique dans le pré-test. Au passage quand même, le pré-test, vous pouvez le faire en mode ciné également. Vous voyez ce que c'est le mode ciné ou pas? Ouais. Oui. L'avantage du mode ciné pour faire le pré-test, c'est que vous allez avoir 80 images en 60 secondes. Donc vous aurez des belles courbes avec 80 points obtenus en 60 secondes. Et l'autre, parce que ici, comme ils savaient pas se servir du mode ciné, ils ont fait des images statiques. Ils en ont fait 15. Donc vous imaginez, ils ont pris 15 minutes pour faire ça. D'accord? Ouais. Souvent, si c'est fait en mode statique, le pré-test risque d'être plus long à réaliser que les tests. Donc si vous connaissez le mode ciné, c'est parfait parce que c'est ça qu'il vaut mieux faire. Donc l'affaissement, donc c'est le mouvement des bancs de lame par rapport au centre de la croix. C'est un truc que vous faites déjà à bras statique, mais là vous le faites avec tous les angles. Donc il y a une meilleure description. Vous voyez, évidemment, à 0 degré, tout bascule dans l'autre sens. Et si vous regardez l'intensité de l'affaissement des lames, des bancs de lame, c'est quand même 0,6 mm. Donc ce client risque d'avoir des hors-tolérances sur ces tests de fente piquette. Parce que d'emblée, ils ont 0,6 mm d'affaissement des bancs de lame. Et la tolérance sur les tests de fente piquette, c'est 0,4. D'accord? Donc c'est intéressant de le savoir. Ce qu'on voit également, c'est que les deux bancs ont un affaissement de la même amplitude. Ça veut dire que dans les tests de fente piquette, qu'est-ce qui va pas être bon? La position ou la largeur? Ou les deux?
Les deux bancs présentent le même affaissement en fonction de la gravité, en fait. Dans les tests de fente Piquet, on mesure la position des fentes. Je vous remonte le test. Ça, on va mesurer la position et la largeur. Mais comme les deux bancs de lame bougent de manière synchrone, s'affaissent de manière synchrone, la largeur va être respectée, mais pas la position. C'est bon? Oui. Alors maintenant, on fait les vrais tests. On va tout de suite attaquer sur les tests de fente Piquet parce que je viens d'en parler. Donc, on va faire les tests de fente Piquet à bras statique. Donc, vous vous rappelez les 4 images. Donc, de ces 4 images, je les dédouble pour en avoir 8. Pourquoi? Parce qu'il y a 800 paramètres à vous montrer et on a préféré séparer la position. Cette image, c'est pour la position. Cette image, c'est pour la largeur. Mais c'est la même image, hein, on est bien d'accord. Sauf que c'est mieux parce qu'il n'y a plus que... Vous savez ce que vous voyez à l'écran. Ici, c'est des tests de position. Ici, c'est des tests de largeur. Donc, vous voyez que la position, quand c'est vert, ça veut dire qu'on est en dessous. La position est respectée à 0,4 mm près. Et pareil pour la largeur. Donc ça, c'est le premier angle de bras. Deuxième, troisième, là, il y avait une alerte. Alerte, ça veut dire 80% du 0,4. Une alerte pour la position. Bon, tout va bien quand même. Et vous voyez que tous les angles sont respectés. Il n'y a pas de problème ni de position ni de largeur. Pourquoi? Parce que, évidemment, l'influence de l'affaissement des bancs de lame, vous ne le voyez pas, parce que de toute façon, vous êtes à bras statique. Donc, le même test à bras tournant. Vous voyez que l'image n'est pas analysée. On fabrique une image corrigée. Alors, je vais annuler le test. On va voir. Donc, on corrige l'image. Donc, je le remets. Donc, vous voyez, l'image, on la laisse tranquille et on produit une autre image dans laquelle on a compensé les mouvements de l'imageur. Et dans cette image, on va faire les mesures. Donc là, on est sur le test de position. Bah oui, comme prévu, après 0 degré, les résultats sont pas bons pour la position. Ça, c'est dû à l'affaissement du banc de lame. On voit aussi parce que là, ce qu'il faut voir, c'est que vous partez à moins 180, vous finissez à plus 180, et au milieu, c'est le bras 0. Donc c'est exactement ça. On voit des hors-tolérances au début, là, quelques alertes et des hors-tolérances. Bah là, on est là, typiquement, sur la courbe d'affaissement. Après, ça se calme. Et après 0 degré, c'est la catastrophe. Tous les tests de position sont faux. Par contre, les tests de largeur sont bons. Donc vous savez quel est le problème de votre multilame. Ce n'est pas un problème individuel de position de lame ou de moteur. C'est un problème de jeu dans les chariots, puisque c'est un mouvement collectif, un affaissement des deux chariots de lame quand on tourne le bras. Alors ici, il y a un graphe intéressant, et c'est pour ça qu'on a rajouté le test d'affaissement, parce que le client n'avait pas d'explication. Il comprenait pas pourquoi, à bras tournant, ses positions étaient pas bonnes. En rajoutant le test d'affaissement, tout s'éclaire. Et là, je vais vous montrer ça, ces deux graphes-là. Le graphe de gauche, ici, en abscisse, en fait, c'est l'angle du bras. En ordonnée, c'est la moyenne des écarts de position de lame. De position de fente, pardon, je vais y arriver. C'est-à-dire, on est sur la fente numéro 1 et on a moyenné les 40 lames. Vous voyez, ça reproduit quasiment le test d'affaissement. Et ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la même chose en déduisant de tous ces résultats l'affaissement. Et vous voyez que si le client n'avait pas ces problèmes d'affaissement, il aurait tous ces résultats de position qui seraient bons à 0,2 mm près. D'accord? Donc ça, on a rajouté ce graphe aussi pour bien expliquer. Évidemment, le graphe de droite n'est pas la vérité, hein. La vérité, c'est le graphe de gauche. Mais ici, on a enlevé la source principale de problème pour voir si, une fois que ce problème est réglé, on règle le problème
des fentes Piquet, donc la précision individuelle de déplacement des lames. Donc on a fait les tests de fente Piquet, c'est le plus dur en fait. Maintenant il reste les tests de fente glissante. Donc ici, quatre angles de bras. Ce qu'on est en train de tester, c'est si le contrôleur du MSC contrôle parfaitement la vitesse de glissement des lames en fonction de l'angle du bras, en fonction de la gravité. Donc, ce que demande Variant issu d'une publi de Ling, c'est une mesure globale, c'est-à-dire c'est la ROI, la grande ROI. Mais les clients, donc vous voyez, si c'est vert, ça veut dire que la tolérance est respectée, ça veut dire qu'entre les 4 grandes ROI, à 2% près, on a la même intensité de signal, donc la même dose. Au passage, c'était pareil pour les tests de fente Piquet, il faut prendre en compte la variation de DSI, parce qu'il peut y avoir une variation de dose qui est due à la variation de DSI, donc on prend en compte la loi de l'inverse carré de la distance. Vous voyez que le signal moyen est calibré et corrigé des variations de DSI. Bien entendu, entre les 4 angles, il y a une variation de la distance sourcil majeure, parasite, hein, et il faut absolument en tenir compte. Donc la mesure que demande Variant, c'est une mesure globale, mais et je pense que c'est important, il y a des clients qui ont demandé de faire une mesure individuelle par paire de lames, parce qu'il peut très bien y avoir une paire qui a un problème, et vu le nombre de paires qu'on teste, ce soit noyé et qu'on le voit plus. Donc on a rajouté un test individuel, c'est-à-dire on compare les 4 angles de bras, mais pour chaque paire de lames. Et donc là, tout est vert, ça veut dire aussi pour chaque paire de lames, à 2% près, on a les mêmes résultats. Donc on a des résultats qui sont identiques, quelle que soit l'influence de la gravité. C'est bon? Je continue? Ça va. Donc ensuite, vous voulez que je fasse une pause, non? Ah non? Non? Non. Ok. Donc l'asservissement vitesse bras. Alors vous voyez d'ailleurs que au passage, c'est pas vraiment ce que j'ai dit. Chez Variant, il n'y a pas de pour un traitement VMAT donné, le bras va pas à différentes vitesses. Il y a une vitesse donnée et elle est respectée pendant toute la rotation. C'est plutôt l'asservissement des longueurs d'arc, c'est-à-dire chaque bande n'est pas faite avec la même longueur d'arc en fonction du débit de dose. C'était plus facile d'expliquer la vitesse de bras, mais en fait, la vitesse de bras, c'est chez Electa, chez Variant, la vitesse de bras n'est pas un paramètre. Par contre, la longueur de l'arc parcouru, ça, c'est un paramètre. C'est-à-dire que si l'arc est long à parcourir, le débit doit baisser. Donc voilà, donc c'est 7 longueurs d'arc différentes pour 7 bandes et donc un asservissement du débit. Donc vous voyez qu'il y a la même mesure qui est faite dans le champ ouvert pour déduire les variations de réponse de l'imageur portal. Vous voyez qu'il y a une mesure globale qui est faite plus une mesure individuelle. Vous voyez que le bras avait du mal au départ là à démarrer parce que là l'arc est très court. Et vous voyez que là le bras a du mal à démarrer. Ça c'est typiquement un problème, il faut retendre la chaîne d'entraînement du bras. Donc c'est un problème assez classique qu'on peut voir en VMAT, comme le bras est dynamique. Il faut que dès que le moteur demande de l'avance, il ne faut pas qu'il y ait de jeu dans la chaîne d'entraînement. Le même test, cette fois-ci avec le MSC. Là, c'est bien 4 variations de vitesse de lame et une mesure globale, une mesure individuelle, en n'oubliant pas de déduire l'influence de la réponse de l'imageur portal. Et toujours pareil, comme c'est à bras tournant, évidemment, le signal dépend de la distance sourcil majeur et il y a une correction par l'inverse carré de la distance pour tenir compte qu'entre les 4 bandes ou entre les 7 bandes, on n'a pas la même distance. Et on connaît la distance avec le pré-test. Maintenant, le snooker cue, ça c'est de la rigolade pour nous. Pour nous, c'est très simple.
on trouve le centre de chaque bande d'irradiation et on trouve le centre de chaque bille. Et donc, on va contrôler que chaque bille, avec une tolérance de 2 mm, chaque bille est au milieu de la fente. Voilà pour les tests MSLIN, donc test de fente glissante, test de fente piquette à bras statique, test de fente piquette à bras tournant, asservissement débit longueur d'arc, asservissement débit vitesse lame, et enfin un test d'affaissement des bandes lames et le Snooker Q. Voilà tous les tests qui sont faits pour le module MSLIN. Est-ce que vous avez des questions? J'en ai une petite là. Tu fais un contrôle sur 40 lames, tu dis que c'était possible sur les 60. Du coup, c'est quand le colis est tourné à 90, c'est ça? Non, c'est pour les gens qui ont un imageur qui fait 43 par 43. Faut surtout pas que le colis soit tourné à 90, parce que si vous tournez le colis, Ah oui, il y aura plus d'influence de la gravité. donc du coup, dans notre cas, on peut pas avoir plus de 40 lames. Un peu plus, parce qu'ici ils en ont 40, on voit qu'ils auraient pu en prendre un peu plus. Ouais. Oui, c'est la difficulté, oui. D'accord. Mais vous pouvez quand même, votre imageur fait 32. En fait, vous pouvez tester 28 cm de haut sur votre, parce que votre imageur fait 30-40, c'est ça? Ouais. Donc vous pouvez tester 28 cm de votre collimateur multilame. Mais entre nous, en VMAT, vous faites jamais des champs de plus de 20 cm. C'est très rare. C'est rare, hein? C'est Ouais. rare, voire jamais. Rare. Rare, ok. Mais pas jamais. Ah, non. Ok. Par contre, si, on a des clients. Ah, si, on a une solution quand même. On a des clients, ce qu'ils font, c'est, mais ils le font pas tous les mois. Une fois par an, ils font le haut du banc de lame et ils refont tout le test avec le bas du banc de lame. D'accord. Voilà. Ça fonctionne. C'est pas mal. On peut dégager le J'avais portable. oublié ça. C'est parce que c'est crucial pour les gens qui ont Electa, parce que ils ont un imageur qui fait 26, hein. 26 par 26. Donc Ouais. ils sont encore plus limités. Et on a donné cette solution et ça fonctionne parfaitement. D'accord. Mais du coup, comme ça double le nombre d'images à faire, ils le font pas de manière aussi régulière. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou c'est clair? Ou vous voulez revenir sur la signification d'un test? Est-ce que le test peut être fait en mode dégradé? C'est-à-dire que c'est assez long si on veut le faire si on veut faire certains tests toutes les semaines ou tous les jours? Alors mon conseil, si vous voulez faire un test tous les jours, dans ce cas-là, il y en a deux à faire, à mon avis, je vais annuler. Il faut faire le test de fente piquette à bras tournant, donc celui-ci, là, que vous voyez à l'écran, ici, là, cette image-là, et il faut faire un snooker Q. Ouais. Pas forcément tous, mais une configuration que vous aimez bien, en général, c'est la 4 fentes. Ça, c'est top. Ça prend... alors, si vous voulez faire ça, il faut pas se payer le pré-test. Parce que le pré-test, en mode statique, il est très long. Si vous le faites en mode ciné, bon, c'est 1 minute. Bon, ça va. Plus le test de fente piquette, 1 minute, on est à 2 minutes. Plus le snooker Q, 3 minutes. Donc vous avez un test en 3 minutes qui va comprendre également l'affaissement des bandes lames avec le pré-test en mode ciné, le test de fente piquette et le snooker Q. Et ça, vous pouvez le faire au quotidien. Et c'est déjà très valable, hein. Ouais. Parce que vous avez un test de précision du MSC à bras tournant, vous avez un test de synchronisation du bras et des lames, le snooker Q, à bras tournant.
plus un test d'affaissement en fonction de l'angle du bras. Et vous allez voir certainement, c'est les tests qui sont les plus durs à faire et ceux qui sont du coup les plus pertinents. J'en profite pour dire que c'est ce qu'on conseille aux clients qui ont l'INAC-Watch, de faire tous les jours un test de fente piquette à bras tournant, pour être sûr que tout ce que va dire les log files sur la journée est valable. Ok. D'accord. Parce que, juste quand même pour ajouter un truc, quand est-ce que les log files ne disent pas la vérité? Donc, je pense que je vous avais envoyé une publi à ce sujet d'une physicienne irlandaise qui a fait une étude de 10 ans de log files. Il y a un seul cas où les log files sur un Linac variant ne disent pas la vérité, c'est quand l'écrou, le T-nuts, l'écrou en T qui est dans l'encoche dans la lame, casse. C'est un écrou en plastique qui est fait pour casser, pour que s'il y a un dur mécanique, ça n'arrache pas tout dans le multilame. Donc ce T-nut, s'il peut casser, il est fait pour. Et donc quand il est cassé, l'écrou est beaucoup plus libre dans l'encoche. Et donc quand le moteur va faire avancer la lame, la première chose il va se passer, l'écrou va avancer dans l'encoche et la lame ne va pas bouger. Ensuite, l'écrou est embuté et va pousser la lame. Du coup, il y a un moment où le moteur avance et pas la lame. Pareil, quand on va revenir, la vis sans fin va tourner dans l'autre sens, on va tirer la lame. Dans ce cas-là, l'écrou va se mettre de l'autre côté dans son encoche, donc la lame ne bouge pas, les moteurs tournent, et puis à un moment donné, c'est embuté, la lame avance. Et donc c'est le seul cas où les log files ne disent pas la vérité du multilame. Et donc ça, c'est pour ça qu'elle préconise de faire un snooker cue, de faire un picket fence tous les jours et d'avoir un logiciel capable de voir du 0,2 mm de déviation, comme ce que fait Calimagic. C'est-à-dire un logiciel qui prend en compte l'affaissement de l'imageur portal et le flex du gantry. Si vous prenez pas en compte ça dans les tests, autant ne pas les faire, parce que finalement, vous ne testez pas votre collimateur multilame, vous testez le flex du gantry et l'affaissement de l'imageur portal. Donc, ce qu'elle préconise, donc, c'est de faire un picket fence bras tournant tous les jours, parce que si les résultats sont mauvais, vous verrez un T-nut qui est cassé, et du coup, vous interviendrez pour changer cet écrou, et vous saurez que tant que c'est pas fait, la valeur, ce qui est marqué dans les log files pour cette lame n'est pas bon, ne reflète pas la réalité. C'est-à-dire les log files vont dire tout va bien, alors que c'est pas vrai puisque les log files sont basés sur le nombre de tours de moteur. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Tu vas te montrer un exemple où il y avait un problème de tension de chaîne. Oui. Est-ce qu'en faisant les tests simples, on l'aurait vu? Alors en faisant les log files, tu le vois. Tu le verras pour chaque patient. Tu verras Mais sans les log souvent files, hein, pour les deux tests le là. gantry en alerte. Par contre, dans le module MS-EDIN de Calimagic, le seul test qui le voit, c'est cette histoire d'asservissement par rapport à la longueur d'arc. Donc c'est asservissement débit longueur d'arc, donc c'est celui-là. D'accord. Et le snooker Q, mais sauf que non, le snooker Q le verra pas parce que les fentes arrivent plus tard dans le. Ouais, c'est pas Vous grave. voyez, il y a 4 fentes et elles arrivent pas en début de rotation. Et souvent, c'est rattrapé après. Donc, c'est celui-ci. Donc là, ça te rajoute 1 minute, quoi, si tu veux faire celui-là tous les jours. Mm. Chaque image, c'est 1 minute, en gros. Ouais. Donc, si tu D'accord. veux,
tu pourrais très bien imaginer de faire celui-là une fois par semaine. Parce que ta chaîne, elle va pas se détendre en une journée. Qu'est-ce que j'entends chuchoter? Si, chez nous, c'est ça? Je disais, j'espère bien que non. Oui, voilà. Donc, autant une rupture de T-nuts, un moteur, ça va se produire même le patient d'après. Autant une chaîne de gantry qui se détend, c'est un problème de longue haleine qui va commencer, puis évoluer, puis arriver en hors tolérance. D'accord? Mais là, par exemple, ce client, c'est un client italien qui avait jamais fait le moindre test en VMAT et qui a découvert ce problème. Parce que là, il n'est pas en alerte, il est hors tolérance, le test. Et pareil pour l'affaissement, hein. Il l'a découvert aussi. Il n'avait aucune idée de cet affaissement. Et il avait le MSC Stat, notre module MSC Stat. Mais si vous regardez le MSC Stat, on fait les tests avec les tolérances AFSAPS et je crois que la tolérance AFSAPS sur le multilame, l'affaissement, c'est 2 mm. Voilà, les 2 mm, on les a pas, on a 0,6. Mais pour les tests de fente piquette, le 0,6, ça va plus. Vous voyez, on a changé d'échelle avec le module MSC Lean. On n'est plus dans les tolérances AFSAPS qui fait que même les incertitudes sur le mouvement du multilame, de l'imageur portal et du flex, dans un module statique, on s'en fout. Par contre, dans un module dynamique, quand les tolérances sont de 0,4, ça va devenir fondamental d'en tenir compte. Il faut jamais que l'incertitude soit plus grande ou même du même ordre de grandeur que la tolérance sur le test. Parce que finalement, on ne mesure jamais ce qu'on a à mesurer. Ok.